On est parti pour le point actu hardware de ce mercredi 10 février 2021. Aujourd'hui, pas mal, non en vrai, pas tant que ça de trucs au programme, mais des trucs intéressants. Vraiment, il y a du potentiel, il y a du futur, il y a des trucs sympas. Il y a aussi quelques trucs un peu moins sympas, mais en vrai ça va. Ça va. Aujourd'hui c'est quand même plutôt cool. Quasiment tout est disponible et pas en pénurie donc, ou alors c'est des technologies du futur. On va commencer avec un bon plan Ubisoft qui nous offre un jeu Assassin's Creed Chronicles China. Ça régale. On aura ensuite encore des news d'Ubisoft qui nous expliquent un peu ses plans pour le futur. Et ça nous fait penser à des news précédentes qu'on a traitées, notamment hier, si vous réfléchissez. On aura ensuite Huawei qui nous parle plus ou moins de potentiel PC gaming et de console. Alors on sait pas trop où ils veulent aller vraiment, mais c'est intéressant. Ça soulève des questions aussi, mais la concurrence fait du bien, donc c'est intéressant. On parlera ensuite du PCI Express 5.0, de quand ça arrivera, de son potentiel, de quoi on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle version du PCI Express. Ça va être très simple. Ça va être très simple de comprendre ce qu'on va y gagner et pourquoi on le développe. On continuera avec du matériel. On aura une souris MSI, une souris légère. On sait que c'est la mode en ce moment, donc MSI fait comme tout le monde, ils font une souris légère. On aura deux petits boîtiers. Alors ils font pas la même taille, ils sont pas compatibles avec les mêmes choses, mais deux boîtiers qui peuvent être intéressants. On continuera avec du processeur. On a deux news. Première news, un petit comparatif des nouveaux processeurs, des derniers processeurs AMD, pour savoir lequel est le mieux pour jouer en fonction de la carte graphique. Donc ils sont quand même allés chercher loin, ils ont pris plusieurs jeux, plusieurs cartes graphiques et plusieurs processeurs. Et ils ont essayé de faire des tests pour savoir ce qui est le mieux pour jouer. Même si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez, hein, on a déjà traité ce sujet et on sait. Hein, les gens informés savent quel est le mieux pour jouer. Mais vous verrez, la réponse n'est pas surprenante. On aura une autre news processeur qui nous annonce le futur chez AMD avec l'architecture AMD Zen 4 dans le futur, et une annonce de plus 29% d'IPC, donc prenez ça comme des performances brutes, plus 29% de performances brutes par rapport à la dernière génération sortie du coup l'année dernière maintenant. Donc vraiment un potentiel ultra intéressant, on verra, et c'est pas pour tout de suite, mais effectivement il y a du potentiel derrière. Et on finira avec deux écrans, un écran plutôt petit, plutôt classique en 24 pouces chez MSI. Dommage, on n'aura pas de prix, pas de date. Et un écran beaucoup plus grand en 34 pouces, un écran Millennium. Alors à voir à qui c'est destiné, mais des caractéristiques intéressantes. Donc pourquoi pas. Oula. On va pouvoir commencer tout de suite avec du coup la première news qui va aller plutôt vite. C'est un jeu gratuit. Donc voilà, est-ce qu'il faut beaucoup plus en parler? Pas vraiment, parce que déjà c'est gratuit. Donc allez-y. Ensuite c'est un jeu qui est quand même relativement facile à faire tourner, donc qui tournera sur à peu près tout. Hein. On est sur des graphismes plutôt jolis, mais un univers en 2D+, en gros.
et du coup relativement simple à faire tourner. Il s'agit ici de Assassin's Creed Chronicles China à récupérer sur la plateforme Ubisoft qui s'appelle Ubisoft Connect. C'est gratuit. On a l'habitude d'avoir l'Epic Game Store qui nous offre régulièrement des jeux. Ici, c'est la plateforme Ubisoft. Ça régale, hein. Les jeux gratuits, on prend, on teste, on aime, on n'aime pas, parfois on n'y joue même pas, mais on les prend quand même parce qu'on sait jamais, ça peut servir, on peut avoir envie d'y jouer, ou on peut avoir plus de jeux auxquels jouer et leur laisser une chance, et parfois il y a des bons titres. Ici, j'y ai joué un petit peu cet après-midi et c'est quand même un bon jeu, j'ai passé un bon moment. Après, j'avais jamais joué à un Assassin's Creed Chronicles, donc voilà, j'ai découvert avec celui-là, mais je trouve ça sympa, je trouve qu'il y a des bonnes mécaniques de platformer, et aussi quelques mécaniques de combat plutôt sympas, donc allez-y, hein, de toute façon c'est gratuit, donc régalez-vous. A noter que j'ai plus la date exacte, mais il est gratuit pendant une certaine période, et c'est pas si long que ça doit être une semaine, un truc comme ça. Donc ne traînez pas trop, allez le récupérer tant qu'il est gratuit. Ce serait quand même dommage d'aller l'acheter alors qu'il a été gratuit. On continue avec Ubisoft toujours, et là on est plus sur l'avenir. L'avenir d'Ubisoft, qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Et visiblement on nous dit qu'on veut accélérer la production de free-to-play et de jeux mobiles. Je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'ai vite pensé à Electronic Arts hier, qui nous disait qu'ils avaient racheté un studio de jeux mobiles. Effectivement, l'industrie du jeu mobile est sous-estimée et pèse beaucoup d'argent. On peut noter que chez Ubisoft, ça représente seulement 8% de leurs revenus, ce qui est quand même très peu, à vrai dire. J'ai trouvé vraiment que c'était très peu. Et du coup là, ils nous disent qu'ils veulent continuer le free-to-play pour les PC et les consoles, et encore plus se lancer sur le marché du jeu mobile, notamment avec pourquoi pas déjà des grosses licences d'Ubisoft. On nous parle ici d'un jeu mobile Assassin's Creed développé avec le moteur Unreal Engine 4. Donc ça peut être intéressant. On voit que, encore une fois, hein, on prend le comparatif avec Electronic Arts, où on a eu il y a quelques temps l'information que ils avaient généré quasiment, plus d'1 milliard de dollars avec un seul jeu mobile. Bien sûr, il y avait la licence Star Wars qui aide beaucoup, mais on se dit que peut-être qu'ici Ubisoft est un peu derrière, et a visiblement bien envie de prendre une part du gâteau. Ils ont bien raison, à voir ce qu'ils nous proposeront. En plus, on va pas se mentir, les free-to-play, c'est quand même potentiellement, alors là après c'est toujours pareil, mais potentiellement ça peut être un bon plan avec un système économique sain, tout en restant free-to-play. En général, c'est les jeux compétitifs qui se retrouvent comme ça, mais si on prend les exemples des jeux Riot Games, qui sont tous free-to-play et qui ont quand même un esprit compétitif et un système économique sain, et bah ça marche, hein. Regardez par exemple League of Legends, c'est un jeu qui est gratuit, qui marche très bien et qui génère beaucoup d'argent. Donc on peut le faire, ça peut exister, et par contre ça peut aussi être des systèmes économiques assez néfastes, au mieux pay to fast et au pire pay to win. Ça c'est un autre problème, mais quand le jeu n'a pas de vocation à être compétitif, ce genre de dérive peut vite arriver. Ça nous annonce quand même du bon chez Ubisoft dans les prochains temps. Des trucs pourquoi pas intéressants. On continue avec Huawei, géant chinois, qui nous annonce se lancer dans le jeu vidéo avec des PC gaming et même une console. Alors,
comment vous dire? Compliqué cette news tout de même. Euh, ouais, effectivement, géant chinois. Très implanté, notamment en termes de téléphonie, même si ces derniers temps, ils ont plus de problèmes parce que blacklistés par les autorités américaines. Du coup, plein de problèmes, notamment plus Android sur leur téléphone. Donc, problème. Ici, on nous parle de PC gaming. Alors, faut savoir qu'à l'heure actuelle, Huawei fait déjà des PC portables pour notre marché à nous. Pour le marché asiatique, je sais pas, ils doivent faire sûrement plus parce que c'est encore une fois un gros acteur chinois. Euh, du coup, ça soulève quand même des questions. Déjà, savoir si PC gaming portable ou fixe. Déjà, il y a un monde entre les deux. Je suis désolé de vous dire ça, mais il y a un monde entre un PC gaming portable et un PC gaming fixe. On n'est pas sur même genre de, de performance. Même si on a des très bons PC portables qui coûtent très cher, machin, on n'arrivera jamais à avoir les performances d'une tour avec une config maxi blindée. On peut pas. C'est matériel. Il y en a un qui est fait pour être transportable, pas l'autre. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, on se dit, alors j'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais comment ils vont faire pour équiper, que ça soit d'ailleurs des portables ou des PC de bureau, pour les équiper en matériel, avec aussi les problèmes, encore une fois, de blacklisting auprès des autorités américaines. Beaucoup d'entreprises ont des intérêts soit aux États-Unis, soit avec les États-Unis, donc ne peuvent pas se permettre des sanctions et refuseront de travailler avec eux. Alors je vous avoue que sur les PC portables actuels de Huawei, je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement, je ne suis pas allé voir. Mais on peut se poser la question. Et derrière, on nous parle d'une console. Alors, la console, en vrai, ce serait fou. Ce serait une concurrence insoupçonnée qui débarque. Et comme d'habitude, les Chinois sont un marché à eux tout seuls, un marché énorme. Et du coup, ils peuvent être, tout ça peut être concurrentiel. Après, à voir avec quel jeu, c'est quand même le principal problème. Là où, que ça soit chez Sony avec la PlayStation ou chez Microsoft avec les Xbox, on a déjà des partenariats, des studios qui travaillent pour les jeux, machin, il faut des jeux. Après, peut-être une console type mini PC dédiée au gaming, genre Steam Machine, peut-être. À voir, ou peut-être quelque chose qui est uniquement dédié au marché asiatique. C'est ce qui semble le plus probable, à vrai dire. Mais on a envie de croire que ça peut arriver chez nous, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un nouvel acteur qui bouscule un peu les codes, et ça peut faire bouger les choses et ça peut nous faire profiter, nous, en tant que clients. Donc je suis chaud, mais Huawei a des problèmes à gérer, donc pas sûr que ça arrive jusque chez nous. On suivra ces informations, mais la console, j'avoue que j'aimerais bien, hein, mais je sais pas d'où et comment, mais j'aimerais bien. On continue avec le PCI Express 5.0 et c'est Silicon Motion qui nous parle de ça. Et ils nous disent simplement qu'ils travaillent déjà dessus. Donc voilà, hein, ils sont au taquet. On en a déjà entendu parler. Les rumeurs disant que les futures générations d'architecture embarqueront ce PC Express 5.0. On y croit fort hein, parce que on sait qu'on a encore des progrès à faire. Concrètement, parce que tout ça est très... voilà, on vous parle de PCI Express 3.0, 4.0, 5.0, vous vous en fichez, vous voulez pas savoir trop à quoi, pourquoi on a tous ces noms, vous voulez savoir juste pourquoi on nous met des trucs différents, ça va être très simple. Tout ça est juste une question de débit. En gros, le PCI Express 4.0 qui est actuellement notre fleuron, qui est ce qui nous permet d'avoir des SSD notamment les plus rapides possibles,
nous permet un débit théorique de 8000 mégaoctets secondes, là où son petit frère, le PCI Express 3.0, permet seulement 4000 mégaoctets secondes. Théoriquement, bien sûr. On a vu que pour l'instant, les meilleurs SSD atteignent des débits à 7400 émo-secondes, mais en général, c'est plutôt vers les 7000 pour la moyenne. Donc qu'est-ce qu'on attend du PCI Express 5.0? Bah, x2. Donc on passe de 8 théoriques à 16 000 émo secondes. Donc en vrai, on se dit ce sera plus proche des 14 000 dans la réalité, mais ça veut dire un SSD avec des débits qui atteignent les 14 000 émo secondes en lecture. Ça commence à faire beaucoup. Alors je dis pas que c'est trop, je dis juste que à l'heure actuelle, l'utilité d'avoir des débits pareils, elle est relativement réduite. Très peu de personnes ont des besoins pareils, hein, vraiment. Mais qui peut le plus peut le moins, hein. Donc c'est quand même très bien. L'idée est bonne, hein. Et de toute façon on le voit dans beaucoup de connectiques, que ça soit ici le PCI Express, mais aussi l'USB où on révise, ou même l'HDMI où on révise quand il y a besoin les normes pour avoir des débits plus élevés. Et vous en faites pas, hein, des gens trouveront de l'intérêt, notamment pourquoi pas dans des futures consoles de jeux, pour avoir des textures toujours plus belles avec des chargements toujours plus lents. On est chaud. Dernier point intéressant de cette news, c'est le calendrier. Et ça, on sait, hein, les dates ça arrive pas souvent. Là, on a des dates et des dates intéressantes. On nous dit que déjà, comme je vous l'ai dit au début, ils y travaillent déjà. Donc c'est un point important. Ils sont pas en train de dire on va s'y mettre machin. Ils y travaillent déjà. Ils ont déjà pensé machin pour parce que du coup, Silicon Motion fait les contrôleurs pour les futurs SSD qui embarqueront cette connectique. Il nous annonce les premiers prototypes mi-2022 et les premières disponibilités pour leurs clients, c'est-à-dire les producteurs de SSD, début 2023. Donc voilà, ça nous donne un peu une feuille de route de quand ça débarquera. Ça veut dire que pour le moment, il y a peu de chances que les premiers processeurs compatibles PCI Express 5.0 débarquent avant 2023, du coup. Sinon, j'imagine qu'ils seraient plus au taquet que ça sur les dates. Mais ça promet du bon dans le futur. Et en vrai, sur les connectiques, on sait qu'on remonte les débits à chaque fois qu'on a besoin, à chaque fois qu'on trouve un moyen. C'est quelque chose qui est déjà fait régulièrement et historiquement. On continue avec du matériel plutôt intéressant en plus. On commence avec une souris de chez MSI, la Clutch GM41. Elle pèse seulement 65 grammes, donc c'est un peu plus que celle d'hier. Mais par contre, elle n'a pas de trou. Elle est entière. Incroyable. Autre truc incroyable, c'est qu'elle a exactement le même capteur optique que la souris qu'on a vu hier, ce qui montre bien que voilà, un des capteurs optiques haut de gamme dédiés au gaming, il n'y en a pas 36 millions, beaucoup partagent le même capteur, forcément, peu importe les marques, et encore une fois, ce sera une souris dédiée au gaming, hein. Quand on prend une souris légère, de toute façon, en général, c'est dédié au gaming. Ensuite, elle aura du coup toutes les caractéristiques techniques pour le gaming. Elle est disponible, incroyable, et elle coûte 50 €, donc pas très cher. Vraiment, pour de la bonne souris gaming, c'est quand même pas très cher. Elle est filaire, bien sûr, pour ce prix-là. On peut pas tout avoir, mais en termes de qualité, ce sera au rendez-vous, aucun problème là-dessus. Et vraiment le même capteur, quoi. Toujours le même capteur. De toute façon, c'est un capteur qui est retrouvé dans énormément de souris dédiées au gaming de bonne qualité. C'est un capteur dont la réputation n'est plus à
à faire, donc c'est juste ça et déjà un gage de qualité. On continue avec du boîtier. Aujourd'hui, on aura deux boîtiers. Premier boîtier, micro ATX, moyen tour, donc c'est un peu une plus petite tour que une tour classique. On est chez Thermaltake avec le V150. Alors, je vous le montre tout de suite. En vrai, il est plutôt joli. Moi, je le trouve plutôt joli. Il est plutôt dans l'air du temps. On a la façade en mèche. On a la vitre sur le côté. Les caractéristiques assez classiques d'un boîtier actuel. Notez que le boîtier est fourni avec 3 ventilateurs, donc les deux de devant et celui à l'arrière, ici. Du coup, plutôt sympa. Il est assez lourd tout de même, mais ça va, hein. Il fait 5,5 kg. C'est ok. Il est compatible avec pas mal de trucs. On peut y mettre un radiateur de 155 mm de hauteur et des cartes graphiques jusqu'à 350 mm de longueur. Donc on est quand même sur des trucs plutôt cool. Seul problème, c'est on a un seul USB 3 en façade. Alors, c'est pas un vrai problème. C'est vrai que c'est pas un vrai problème. Mais du coup, on se dit qu'il va normalement se destiner plutôt aux gammes accessibles, donc plutôt entrée, début, milieu de gamme. On n'a pas de prix pour l'instant et pas de date. À un prix intéressant avec les 3 ventilateurs ARGB fournis. Ça peut être quelque chose de plutôt sympa. Du coup, compatibilité micro ATX. Donc juste en dessous d'ATX. Vous pouvez sinon vraiment mettre à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une vraie config gaming là-dedans. Donc c'est cool, c'est prometteur. Vous voyez par contre que peut-être pas la place pour mettre 2 ventilateurs en haut. Ça c'est aussi à la concession d'une petite tour. Il faut bien faire des choix. Mais bien que d'avoir un prix là-dessus, à un prix intéressant, c'est un produit qui peut être plutôt très attractif. Encore une fois, notez les 3 ventilateurs ARGB, c'est un point souvent sous-estimé que la ventilation soit inclue dans le boîtier. Parce que la ventilation, une bonne ventilation coûte cher, sachez-le. On continue avec un autre boîtier. Alors, je vous avoue, je vais pas du tout être... je vais juste vous dire que je l'aime beaucoup, parce que je l'aime beaucoup. Mais en vrai, voilà. Hein, vous fiez pas à ce que je dis sur ce boîtier. C'est le Yanli O11 Dynamic Mini. Déjà, il est compatible mini ATX. Donc il est censé être encore plus petit que le précédent. Même si en vrai, il est quand même plutôt gros. On va pas se mentir, il est plutôt gros. En vrai, il est magnifique. Il est en blanc, il existait déjà en noir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a du vert ici, il y a du vert ici. Vous pouvez mettre plein de ventilateurs ici, un radiateur ici, plein de ventilateurs, un ventilateur ici, même des ventilateurs ici. C'est genre, vous pouvez mettre des circuits de water cooling custom trop stylés. Il coûte pas si cher que ça, parce qu'il coûte 99 euros, donc c'est pas si cher que ça. Encore une fois, il est seulement compatible mini ITX, donc vraiment des petites cartes mères. Le boîtier n'est pas si petit que ça en vrai. Vous voyez, il est quand même un petit peu imposant. Vous avez la connectique sur le dessus ainsi que le bouton power. Mais juste moi je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau, mais je suis pas du tout... je devrais pas dire ça en vrai. Parce que il est quand même cher, il y a aucun ventilateur d'inclus quand vous l'achetez à 99 euros. Donc il est quand même cher, mais il est trop beau. Trop beau. Faut que j'arrête de présenter les trucs Liani, moi, à chaque fois. À chaque fois, je dis juste que j'aime trop. On continue avec quelque chose où je vais être bien plus pertinent.
Ici, petite news. Petite news, on se demande comme ça, innocemment, ça se dit vraiment innocemment? De façon innocente? Peut-être qu'innocemment ça se dit quand même. Mais on va dire de façon innocente pour être safe. De façon innocente, voilà, je veux jouer à des jeux vidéo. Je veux un Ryzen série 5000, donc les dernières générations. Et je veux une carte graphique sur laquelle que je peux acheter. Alors je sais pas comment a fait cette personne pour trouver ici une 3090, une 3070 et des RX 5700 XT et 5600 XT. Ainsi que toute la gamme de processeurs AMD dernière génération, du Ryzen 5 au Ryzen 9 5950X. Et du coup, petit test, qu'est-ce qui est le mieux pour faire du gaming? Et comme vous savez, et comme on l'a dit déjà plein de fois, et bah c'est très bien tout ça, c'est très bien d'avoir des super processeurs, mais en vrai, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'il n'y a que la carte graphique qui compte une fois que vous avez un bon processeur avec 6 cœurs performant. Et ici, c'est encore une fois bien démontré. On prend une moyenne sur 6 jeux en résolution 1440p, qualité graphique au maximum. Et on voit que ce soit le Ryzen 9 5950X qui coûte 1000 € ou le Ryzen 5 qui coûte moins de 2 fois moins, on a les mêmes performances graphiques. Alors là, on perd une image par seconde, vous ne verrez pas la différence, personne ne verra la différence. Et encore une fois, seule la carte graphique compte. Ici, la 3090 remporte au-dessus de la 3070, qui est au-dessus de la 5700 XT, et pareil, et qui est au-dessus de la 5600 XT. Et en fait, ce sera le cas pour tout, peu importe la résolution. Alors oui, si vous êtes en Full HD, et bah, votre carte graphique aura moins de mal à faire tourner et tout. Mais même si vous jouez en 4K, c'est pas avoir le dernier Ryzen 9 5950X qui a 12 cœurs, 12 ou 16. Enfin en tout cas énormément. Et bah il vous donnera pas plus d'images par seconde sur votre meilleur jeu, peu importe quel est votre meilleur jeu, que ça soit, j'allais dire League of Legends, peut-être sur League of Legends ça vous donnera plus parce que une grande partie est faite par le processeur, mais c'est un autre problème ça. Mais que ça soit bah, Assassin's Creed Chronicle China là, qui tourne très bien avec sûrement même sans carte graphique. Euh, ou le dernier Assassin's Creed Valhalla, c'est la carte graphique qui compte une fois que vous avez juste un processeur performant. On n'attend pas le meilleur processeur du monde. À quoi ça sert d'aller chercher plus de 6 cœurs? Ça sert à faire soit des applications professionnelles, alors dans ces cas-là c'est encore autre chose, soit du multitâche, c'est-à-dire plein de trucs en même temps, ou du gaming et autre chose. Notamment, un streamer va en général aller chercher quelque chose qui a plus de 6 cœurs pour gérer tout ce qu'il fait en plus de son jeu vidéo, c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'ouvert dans le cadre du streaming. Donc voilà, vous savez ce que vous devez acheter comme processeur en fonction de vos besoins, c'est très important. Un PC doit être dimensionné en fonction de son budget forcément, mais surtout de ses besoins. Tout le monde n'a pas besoin d'un PC à 1500 €. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une 3090. Voilà, il y a des trucs basiques. On continue avec l'avenir d'AMD. Ça me fait bien plaisir de discuter de l'avenir d'AMD parce que AMD, en vrai, en termes de produits et performance, il nous régale. En termes de disponibilité, pas trop, mais en termes de produits et performance, c'est quand même plutôt sympa. Et là, on nous annonce 29% d'IPC en plus. L'IPC qui est les instructions par tour d'horloge. Du coup, en gros, prenez ça comme des performances brutes, donc 29% de performances brutes, sans compter les changements au niveau de la fréquence, tout ça. À noter en plus que du coup, on a changement de socket qui entraîne l'arrivée normalement de la DDR5 en termes de mémoire vive,
et d'une finesse de gravure plus petite, on parle de 5 nanomètres, donc potentiellement la possibilité d'atteindre des fréquences plus élevées, tout en ayant une consommation normalement plus basse. Alors après, c'est toujours très, très technique et tout, et ça peut être compliqué, mais c'est la théorie. La réalité est souvent plus compliquée. Du coup, ça s'appellera Genoa, ce sera le Zen 4. Clairement, on va pas se mentir, hein, de base 29% d'IPC en plus, ça régale. En général, on est sur entre 12 et 20% pour les vraiment pour les bonnes pour les bons crus entre chaque génération. Donc 29 c'est beaucoup. En plus, la finesse de gravure nous promet potentiellement monts et merveilles, la DDR5 aussi. Donc ça régale. Seul petit bémol dans cette news, on nous apprend comme ça en le glissant un peu sous le tapis qu'il y aura probablement une génération de transition, un genre de Zen 3 avec des gains assez anodins, un peu à l'image de... Non, non, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça, mais à voir si ça se... À voir si ça se concrétise, on verra, hein. Pour l'instant, rien de vraiment officiel. Zen 4, ça nous branche un max. Euh, le reste, on verra. Non, en vrai c'est ultra prometteur. À voir encore une fois le timing, parce qu'on nous dit pas non plus de. Voilà, ici on a 2022, mais tout ça est en l'air. Difficile de savoir vraiment. On en attend beaucoup et ils peuvent apporter beaucoup, notamment en profitant, comme je vous ai dit, hein, la finesse de gravure plus petite et la DDR5. Normalement, on nous dit ici 2022, donc normalement pas encore de PCI Express 5.0, mais on verra, hein, peut-être qu'ils peuvent faire avancer les choses plus rapidement. En tout cas, on suit ça avec beaucoup d'envie et vraiment j'ai hâte. J'ai hâte de voir les premiers essais des prototypes, mais pas pour tout de suite, hein. Faudra attendre un peu. On finit avec des écrans. Le premier MSI, le Artemis 242C. On est sur du Full HD 24 pouces, 165 Hz et FreeSync Premium. Alors voilà à quoi il ressemble. Je le trouve plutôt joli. Il est incurvé du coup. Là vous le voyez pas trop. Là non plus d'ailleurs. Mais il est incurvé. Il fait 24 pouces donc il est pas très grand. 165 Hz donc ready for gaming. En vrai, il pose la question, voilà, du Full HD en 2021 et tout. Et bah, je vous avoue que après tout dépend du prix forcément, mais à un prix intéressant, ça peut être un objet très intéressant. Euh, Moi, je suis d'avis que le Full HD, ça permet encore beaucoup de choses et c'est encore très correct. Après, à voir en fonction de vos moyens, de votre config et tout, mais ça, je pense que c'est encore beaucoup de gens pensent d'abord au Full HD avant de penser à des résolutions supérieures. Aussi parce que les résolutions supérieures coûtent en général bien plus cher. J'aime beaucoup son look, j'aime bien la couleur, je trouve ça cool de pas avoir un écran noir. Noir dans le sens la structure autour noire. Beaucoup d'écrans ont leur structure noire, alors je comprends, c'est un peu passe-partout et tout, mais voilà, un gris comme ça, c'est plutôt sympa. Le design est ok et assez sobre tout de même. À noter que c'est un 24 pouces, hein, donc il est pas très grand. Malheureusement, on n'a pas de prix et pas de date. J'oubliais de dire qu'il a 1 milliseconde de temps de réponse, mais bon, classique, hein, on ne les mentionne plus. De toute façon, tant que ça a moins de 10 en vrai, enfin, c'est ok. Vous verrez pas trop la différence, mais encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Donc, ok.
On finit avec un autre écran, et alors là, peut-être un peu moins de public, et encore, peut-être pas, je sais pas. C'est un écran Millennium, alors je savais pas qu'il faisait des écrans. Le modèle c'est le MD34 Pro, comme son nom l'indique, il fait 34 pouces, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais peut-être même vous mettre la petite vidéo. Est-ce qu'elle marche la vidéo? Yes. Voilà. Je vous mets la vidéo pendant que j'en parle. Du coup, on est sur du 34 pouces, comme je vous ai dit, on est sur de l'ultra large 1440p. Donc on est sur du 21 neuvième, que je ne dise pas de bêtises, bien 21 neuvième. 144 Hz d'ALVA, le FreeSync, 4 millisecondes de temps de réponse. On a son prix de 450 €. Dans le titre de la news, on nous met pour les pros. Alors, pour les pros de je sais pas quoi, hein, par contre. Je sais pas trop quels professionnels ont besoin d'écrans ultra larges, sachant les manques de compatibilité avec l'ultra large. Mais vous allez voir, il va s'allumer ici. Oula, ah, dommage, dommage comme ça là de recharger le. Est-ce que je pourrais avoir le moment où ça s'allume? Moi, je voulais le moment où ça s'allume. Voilà. Hop, ça s'allume. Est-ce qu'on va avoir le droit à l'allumage cette fois? Mais comme souvent, hein, ces formats qui sont sympas sur le papier, mais après à voir en application réelle, si ça vous met des barres. Vous voyez ici, par exemple, hop, je fais pause. Vous voyez, on est sur un site internet, on est sur le site internet de Millennium, et du coup, quand vous mettez la page en plein écran, vous avez ces immenses barres. Alors ici, elles sont pas noires, elles sont incrustées parce que, voilà, visiblement, le site Millennium est assez bien développé pour que ça soit un minimum pris en compte, mais sinon, vous avez des barres noires ou blanches, suivant le site. Et pareil pour les jeux vidéo, en fait, si vous n'avez pas la prise en charge de ces résolutions plus larges, et bah vous avez juste des barres noires des deux côtés, ce qui est quand même un peu triste. On a vu que sur certains modèles encore plus larges et encore plus grands, on avait mis des techniques pour justement séparer l'écran en deux, qui permet de régler certains problèmes. Ici ce sera sûrement pas le cas. Donc à voir quand même votre utilisation, encore une fois. Pour certaines choses, ce sera très utile, hein, par contre, parce que il faut quand même penser que un truc tout bête, par exemple quelqu'un qui fait des tableurs à l'infini, et bah ça lui fait un écran immense pour mettre ses tableurs. Donc là-dessus ça peut être super bien. Juste pas compatible avec toutes les applications, malheureusement. C'est le seul truc qui est un peu triste. Même si voilà, hein, c'est un confort qui est prometteur sur le papier, mais on a encore du mal à le prendre en compte, aussi à cause du fait que il y en a assez peu, que ça coûte assez cher. Ici, c'est quand même plutôt correct, un 34 pouces, 450 € pour un écran ultra large en 1440. C'est plutôt sympa. Après, à voir si ce sera peut-être pas le meilleur des écrans, mais il a l'air très correct et plutôt bien fini. Donc c'est déjà sympa. J'ai plus la musique, ça. J'ai plus la musique, yes. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Donc voilà. Voilà qui... J'ai perdu ma page. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris des trucs et que vous appréciez ce moment autant que moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours, peu importe le moyen, je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. C'est quand même le meilleur moyen de progresser, d'avoir vos retours. Et voilà, j'espère vous retrouver demain pour la suite des actualités hardware et un peu plus que l'hardware. Mais voilà. C'est tout, c'est tout. On se dit à demain pour la suite de l'actu.